Bonjour, je vous présente aujourd'hui en fait un des projets dans lesquels je suis chercheur principal. Vous voyez aussi les noms d'étudiantes en fait qui m'ont appuyé, qui continuent de m'appuyer puis qui continueront aussi dans la poursuite de mes travaux aussi. Même si donc je suis toute seule en avant, là, j'ai en avant de mon écran et en avant de vous physiquement. Il y a des étudiantes évidemment qui m'ont appuyé dans tout ça. Je voulais un peu commencer la présentation en vous situant un peu sur l'intérêt ou sur la thématique de la transmission intergénérationnelle, un peu d'où ça vient, comment j'en suis venue à m'interroger là-dessus. Faut remonter au doctorat, en fait, et c'est pas des millions d'années derrière moi. Donc, doctorat, je me suis intéressée, en fait, à l'expérience à la transition à la vie adulte, en fait, de jeunes qui avaient été placés jusqu'à 18 ans. Donc, je m'intéressais à comprendre comment est-ce que ces personnes-là avaient vécu leur transition à la vie adulte. Puis en les interrogeant, en les écoutant, en fait, ce que je me rendais compte ou ce que j'entendais, c'était beaucoup que leur transition à la vie adulte avait amorcé, ou enfin, ils me parlaient beaucoup d'un point tournant, d'un moment charnière dans leur vécu. Et souvent, ce point tournant-là ou cet événement-là prenait la forme d'une rupture. Souvent, ils en parlaient comme ça, une rupture de changement de mode de vie, changement de cercle d'amis. Donc, c'était vraiment sous forme de rupture. C'était comme ça un peu qui se positionnait pour expliquer leur passage à la vie adulte. Et pour certains, cette rupture-là, c'était vraiment la décision de faire autrement de ce qu'ils avaient vécu. Il y avait une participante, entre autres, qui avait été marquante à ce point de vue-là. Moi, je leur demandais, donc, c'est quoi pour vous être adulte? Puis une participante, 24 ans, 3 enfants, elle, super solide dans tout ce qu'elle me disait, dans tout ce qu'elle me partageait. Elle, ce qu'elle m'avait dit, c'est clair, pour moi, être adulte, c'est très clair, c'est pas boire d'alcool et pas être comme ma mère. Fait, pour être adulte, pour elle, c'était simple comme ça. Moi, je m'intéressais au passage à la vie adulte, donc ça, c'est des données qui m'intéressaient, mais qui sont passées un peu vite pour mon doc et tout ça. Par contre, ça m'était toujours resté en tête. Moi, à l'origine, je me demandais comment les gens qui n'ont pas de soutien peuvent devenir des adultes pas pires dans la vie. Moi, j'en ai plein de soutien, puis je suis pas sûre d'être tout le temps au top. C'était un peu le même genre de questionnement qui m'a amené à ce projet-là de recherche ou à cette thématique-là. Comment des gens qui ont eu des modèles de famille un peu très différents des miens, avec beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles, beaucoup de choses très difficiles, comment est-ce que ces personnes-là peuvent devenir parents à leur tour? Donc voilà, c'est ma grande introduction en fait pour expliquer un peu qu'est-ce qui fait que je me suis intéressée à la transmission intergénérationnelle de la maltraitance. On le sait, un vécu de maltraitance entraîne ou amène des enjeux à long terme importants. Et dans le projet de recherche qui est à l'origine un peu de la présentation que je vous fais aujourd'hui, je me suis intéressée donc aux enjeux qui entourent davantage l'exercice de la parentalité. J'ai essayé de prévoir ou enfin de diviser cette présentation-là en termes d'objectifs un peu. D'abord, l'idée de se familiariser avec des notions, notions de transmission intergénérationnelle, c'est peut-être un peu mon côté prof qui ressort, là, et les concepts associés. Là, on ne passera pas 4 heures sur la définition de c'est quoi, mais il y a quand même quelque chose d'important pour moi de situer ces concepts-là en partant. Deuxième objectif, en fait, puis on va y revenir, c'est vraiment le cœur de la présentation, l'idée d'essayer de comprendre un peu mieux le phénomène de transmission intergénérationnelle, mais à partir du point de vue plus spécifiquement de mères qui reçoivent des services de protection. Et finalement, de réfléchir à quelques pistes d'analyse, surtout autour des facteurs de discontinuité, puis on verra qu'est-ce que ça veut dire exactement.
Puis en fait, c'est des données qualitatives, je vais vous en parler plus, mais des données qualitatives qui ont été recueillies auprès de maires qui vont étayer, qui vont nous permettre d'étayer les échanges autour de ces 3 objectifs-là. Donc, le passage à la vie adulte pour des personnes qui ont reçu des services de protection, c'est une thématique qui a été beaucoup étudiée en termes de conséquences négatives pour le développement. Vous le savez tout aussi bien que moi, fort probablement. Donc, difficultés liées à la scolarité, à l'insertion à l'emploi, au logement, à la santé mentale. Il y a évidemment des services qui existent pour soutenir ces personnes-là, qui ont été prises en charge notamment dans un centre jeunesse. Donc, des services qui tentent de contrer ces risques-là, mais sans que la question de la parentalité soit nécessairement ou particulièrement considérée. Vous connaissez certainement PQJ pour en nommer, des appartements supervisés dans les milieux où ça existe. Bon, il existe des services de soutien. Pourtant, donc, je dis des services qui n'adressent pas nécessairement cet enjeu-là de parentalité. Pourtant, les problématiques, évidemment, rencontrées à l'âge adulte et qui peuvent être liées à un vécu de maltraitance, ils participent quand même à ce contexte de risque-là général de poser des gestes maltraitants. Les principaux enjeux associés à l'exercice de la parentalité, ça se pose notamment en termes de distanciation, en fait, des comportements maltraitants subis, puis en termes aussi de modèles positifs. C'est vraiment deux notions ou 2 axes qui vont revenir aussi, sur lesquels je vais insister. Ma perspective, un peu dans ce projet-là, j'ai essayé d'avoir une perspective en termes de résilience, en fait, qui considère la bientraitance parentale comme un indicateur de passage réussi à la vie adulte. Réussi, je le mets entre guillemets, là. Bon, on pourrait en parler longtemps là, de c'est quoi être un adulte ou c'est quoi réussir son passage à la vie adulte. Mais il y a plusieurs auteurs, en fait, autour de la notion de résilience, s'entendent pour dire que le développement d'habileté parentale est un indicateur important de résilience à long terme. Donc, résilience, je vous apprends rien, un construit donc général qui indique une adaptation positive malgré un vécu d'adversité. Donc, très pertinent dans le contexte où quelqu'un qui a vécu de la maltraitance devient un parent bien traitant. Transmission intergénérationnelle de la maltraitance, souvent on définit ça très brièvement comme le fait pour un parent qui a vécu de la maltraitance de poser à son tour des gestes maltraitants envers son enfant. Dans ce projet-là, souvent dans la littérature aussi, on va parler de 2 phénomènes. En fait, on va parler de continuité intergénérationnelle, donc de répétition, de reproduction de comportements maltraitants entre 2 générations, ou encore de discontinuité intergénérationnelle, donc de cessation de ces comportements-là entre 2 générations, finalement. Et c'est important de faire cette distinction-là, en fait, pour mettre en lumière toute la complexité, en fait, de la dynamique de transmission. Il y a quand même des choses qui se transmettent dans la discontinuité intergénérationnelle. Complexité, donc, oui, dans la dynamique de transmission, complexité aussi dans l'idée qu'il n'y a pas un facteur unique en cause. Souvent, des études intergénérationnelles peuvent s'intéresser à la transmission d'un risque qui soit général ou un risque plus spécifique. On peut penser, par exemple, qu'un enfant qui a subi de la maltraitance, qui va poser à son tour des gestes maltraitants, ça pourrait être la transmission d'un risque qui est plus spécifique. Mais un risque, c'est pas comme ça tout seul en l'air. Souvent, ça va être à l'intérieur d'un contexte où il va y avoir évidemment d'autres facteurs de risque, d'autres facteurs de protection aussi qui doivent être tenus en compte.
pour finir un peu avec ma section définition, je voulais juste mettre aussi la définition un peu de ce que j'entendais comme maltraitance. Donc, la définition très utilisée et très connue de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS, donc qui est toutes les formes de mauvais traitement physique, affectif, etc. Donc, c'est un peu ma vision aussi de, quand je dis subir de la maltraitance ou poser des gestes maltraitants, ça s'inscrit dans cette définition-là. Peut-être serez-vous d'accord avec moi qu'on peut parler de conviction populaire à l'égard de la continuité intergénérationnelle. On peut avoir, on voit fréquemment en fait passer dans les nouvelles, dans les journaux, un peu partout, cette idée-là que la majorité des gens qui ont été maltraités seront des parents maltraitants. Mais il n'y a pas de consensus scientifique à l'égard de la prévalence de la continuité intergénérationnelle. Les taux donc de prévalence de continuité, ça va varier selon le type d'études, ça va varier selon le type de maltraitance aussi ou la façon de définir la maltraitance qui est utilisée. Et ça va aussi varier selon la rigueur en fait des chercheurs ou la rigueur des études mises en place. Par exemple, les taux de continuité vont être plus élevés dans les études rétrospectives par rapport aux études prospectives. Donc, rétrospectives, qu'on reconstruit. On reconstruit un peu l'expérience où on va interroger les parents sur leur vécu de maltraitance. Cette reconstruction-là, a posteriori, n'est pas en soi problématique, mais se reposer uniquement sur ce genre de données-là, ça peut surestimer un peu les taux de prévalence. Il peut y avoir des biais de mémoire, évidemment. Donc, les études rétrospectives sont connues là, pour avoir des taux de prévalence un peu plus élevés. Aussi, lorsqu'on commence à lire, on se rend compte qu'il y a plusieurs études qui ont mis beaucoup l'accent sur la transmission des abus physiques. Il y a d'autres formes de maltraitance qui ont été un peu moins adressées ou un peu moins traitées, notamment la négligence, qui est aussi un peu plus, évidemment, difficile là, à appréhender. Donc, ça s'explique en partie. Et il y a une étude, entre autres, qui roule encore aujourd'hui, là, si je ne veux pas dire de fausseté, mais qui roule au moins depuis une trentaine d'années. Donc, étude longitudinale, qui, elle, une des conclusions, en fait, de cette étude-là, c'est que les taux de continuité, en fait, vont beaucoup changer, vont être dépendants de la source d'information, en fait. Il y a des études ou en fait des façons de faire, c'est d'aller interroger les parents maltraitants, mais de les interroger rétrospectivement en fait sur leur vécu de maltraitance. Et cette façon de faire-là, on perd un peu, vient aussi surestimer parce que des parents qui ont été, donc qui sont maltraitants mais qui n'ont pas été maltraités ne seront pas représentés. Donc, tout ça fait en sorte que les taux de prévalence, sont très variables. Des auteurs disent qu'ils oscillent même, en fait, entre les études peuvent osciller entre 10% et 100%. On peut s'imaginer qu'il y a quelque chose un peu entre les deux. Une des études les plus récentes qui s'est penchée sur cette question-là d'ampleur de la continuité est allée voir, c'est beaucoup attardé sur la rigueur méthodologique, je vous en parlais, donc sur les biais qui peuvent apparaître dans ces études-là. Cette étude-là, donc, s'est penchée, est allée recenser plusieurs études et a conclu que finalement, l'hypothèse de la continuité était beaucoup appuyée, était le plus fréquemment appuyée. Par contre, ces études-là présentaient des grandes lacunes méthodologiques. En fait, les études les plus solides au point de vue métaux, c'est celles qui ont des résultats les plus partagés. Et au final, les auteurs concluaient en disant, cette hypothèse-là de continuité intergénérationnelle, elle est fondée beaucoup sur les études finalement qui démontrent les plus grandes lacunes au plan méthodologique. On comprend donc
avec ce petit détour dans la recherche, on comprend donc que l'histoire de maltraitance, c'est pas un facteur nécessaire, c'est pas un facteur suffisant non plus, évidemment, pour expliquer des comportements maltraitants. Puis on comprend aussi qu'il y avait quand même de la place pour étudier un peu ce phénomène-là. Quand j'ai commencé ce projet-là, j'avais la grande ambition d'aller déterminer l'ampleur de la continuité intergénérationnelle de la maltraitance ici à Québec. Je le dis avec quand même une pointe de sarcasme parce que, évidemment, c'était un peu ambitieux, c'était un peu naïf et c'est ça. C'est peut-être mon propre à moi, c'est peut-être une de mes caractéristiques. Mais donc, il y a quand même quelque chose là sur lequel statuer. Là. Il y a de la place pour avoir de l'information probante là, en termes d'ampleur. C'était un peu ce que je voulais faire, mais je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Évidemment, puis je suis allée le voir autrement, on va voir un peu de quelle façon j'ai essayé d'avoir cette information-là sur l'ampleur du phénomène. Donc ça, c'était un de mes premiers intérêts. Puis un autre intérêt aussi, c'était d'aller comprendre en fait les facteurs de discontinuité, les facteurs qui vont faire qu'une personne qui a vécu de la maltraitance va devenir un parent bien traitant. Objectif général, donc, était relativement simple, relativement simple et très complexe en même temps. L'idée étant d'essayer de mieux comprendre ce phénomène-là de transmission intergénérationnelle. Dans ses aspects à la fois de continuité et de discontinuité. Discontinuité étant vraiment mon intérêt premier, puis qui entrait aussi dans mon approche dans l'approche que j'avais envie d'avoir de résilience. Donc, qu'est-ce que je suis allée faire finalement ou quels étaient mes sous-objectifs ou mes objectifs plus spécifiques? C'était en fait de comprendre le phénomène, mais à partir du point de vue des personnes concernées. Donc, d'une part, des intervenants en protection de la jeunesse, d'aller voir c'est quoi leur perception du phénomène, c'est quoi aussi les pratiques qui sont associées, les interventions qui sont associées aux situations de transmission, aux situations de continuité. Et donc, les données qui ont essayé de répondre à ce premier objectif-là ont été recueillies donc auprès d'intervenantes, de 8 intervenantes en protection de la jeunesse, qui avaient eu dans leur charge de cas des situations de continuité intergénérationnelle. Donc, premier objectif, vraiment l'idée de comprendre à partir de la perception des intervenants. Deuxième objectif, essayer de comprendre, encore une fois, ce phénomène-là, mais cette fois-ci à partir du point de vue de mères. Donc, de mères qui reçoivent, au moment d'être rencontrées, des services de protection pour l'un de leurs enfants. Et aujourd'hui, en fait, je vais mettre beaucoup plus l'accent sur les données qui découlent, en fait, de mes rencontres avec les mères. Ces données-là ont été recueillies par entrevue semi-dirigée auprès de 4 mères qui avaient reçu des services du système de protection au cours de leur enfance. Donc, entrevue semi-dirigée, il y a un questionnaire aussi qui avait été préparé, qui leur a été soumis parce que je pensais que j'allais avoir plusieurs participantes et donc que mon questionnaire je serais capable d'en sortir des résultats qui avaient du sens. 4 personnes pour un questionnaire, c'est ça, c'est pas beaucoup, disons-le comme ça. Le questionnaire, donc, on va voir un peu qu'est-ce qui m'a permis, puis qu'est-ce qui est pertinent pour nous aujourd'hui. Mais sinon, j'essayais d'aller voir leur soutien social, d'aller décrire un peu leur réseau, donc, qui me permettait quand même d'aller chercher d'autres types d'informations. Par ailleurs, c'était important pour moi de les aborder ou de les rencontrer d'un point de vue qualitatif, donc vraiment d'aller chercher leurs paroles, leur façon de voir les choses. C'est un de mes intérêts, mais je trouvais que c'est là aussi que ça devenait riche.
j'avais lu aussi, je m'étais rendu compte aussi, puis avec, bon, mon expérience quand même limitée, mais mon expérience avec des populations en contexte de vulnérabilité, je savais aussi que le recrutement serait probablement difficile et que du qualitatif au moins, je suis capable de m'asseoir avec les gens qui sont intéressés, puis je suis capable d'aller chercher un matériel riche. Et donc aussi, ça entrait dans mon objectif de mieux comprendre le phénomène. Je vais en parler, oui, en préparation en fait de l'entrevue de recherche. C'était une démarche que j'avais eue pendant mon doctorat. Puis que j'ai réappliqué, en fait, ici aussi dans ce projet-là. Donc, en amont de l'entretien de recherche proprement dit, il y a un appareil photo qui était remis aux mères, en fait, en leur demandant de prendre une photo de qu'est-ce que c'était pour elles être un bon parent. En fait, on leur laissait quelques jours, puis après ça, dans l'entrevue de recherche, on commençait en fait par ces photos-là. Ça avait été très intéressant pendant mon doctorat, puis je sais que c'est de plus en plus utilisé aussi cette méthode-là. Ça s'est avéré aussi dans ce projet-là, je vais vous en montrer une photo au moins. Ça s'est avéré porteur. En fait, je pense que c'est un outil intéressant au moins pour déjà amorcer la réflexion des personnes sur un thème aussi vague parfois ou aussi abstrait que c'est quoi pour moi être un bon parent. Parlons-en donc des participantes. Donc évidemment toutes des mères âgées de 25, 35, 51 ans, entre en fait un enfant, 3 enfants, 4 enfants. Environ 21, presque 22 ans finalement au premier enfant, donc 21 ans,8 en moyenne. Les participantes, sauf une, ne désiraient pas d'autres enfants. Donc, la scolarité, études primaires ou secondaires partielles, un revenu de moins de 20 000 $, la plupart à la maison ou en emploi, une personne en emploi. Et donc, le revenu principal, l'aide sociale ou encore le revenu du conjoint. Ces caractéristiques-là rejoignent en partie les facteurs personnels que dans la littérature on peut associer à la continuité intergénérationnelle, entre autres être jeune, même si être jeune à l'arrivée du premier enfant, on le situe plus là, avant 20 ans, on est quand même à 22 ans. Scolarité limitée, c'est quelque chose qui était relevé aussi dans la littérature. Ce qui est intéressant aussi, donc, c'est un portrait très bref et c'est surtout pas un portrait généralisable. On s'entend avec quatre participantes. Ce qui est intéressant, c'est aussi un peu de le mettre en parallèle avec ce que les intervenantes m'ont dit. Donc, lors de l'entretien de groupe, je ne l'ai pas dit, mais les intervenants, je les ai rencontrés en entretien de groupe. Elles, ce qu'elles me disaient, les intervenantes, beaucoup revenaient sur l'idée du jeune âge des parents, revenaient aussi sur l'idée de sous-scolarisation, de scolarisation un peu plus limitée et de défavorisation matérielle qu'on peut supposer avec un revenu très, très faible. Probablement, bon, il y avait quand même un écart. Les intervenantes parlaient aussi beaucoup de problèmes de santé mentale. Les intervenantes que j'ai vues, et pour ce que je peux en juger, bien évidemment, là, sur le moment de l'entrevue, ça allait bien. On peut évidemment avoir d'autres problèmes de santé mentale à d'autres moments dans leur vie. Mais néanmoins, donc, un portrait qui correspond en partie, mais qui se distingue quand même de ce qu'on voit dans la littérature ou de ce que les intervenantes aient pu dire. Je l'ai dit, donc, évidemment, probablement en raison que c'est en raison d'un biais de sélection d'abord, probablement comme dans toutes les études, comme dans plusieurs études qualitatives. Les participants qu'on est capable de recruter, bien souvent, c'est ceux et celles qui vont le mieux, donc qui désirent aussi partager leur expérience, qui sont prêtes à participer à une recherche.
Aussi, il faut se rappeler que les intervenantes, moi, je les interrogeais sur les situations de continuité. Alors que les mères que je rencontrais, je les ai plus inscrites dans des trajectoires de discontinuité, en fait. Je vous parlais du questionnaire. Ce questionnaire-là permettait entre autres, d'aller valider l'expérience de maltraitance pendant l'enfance. Donc, les mères que j'ai rencontrées rapportaient un vécu de maltraitance très variable, mais quand même présent. Et s'inscrivait en fait, donc se décrivait pas là, comme mère maltraitante, donc on peut les situer dans des trajectoires de discontinuité. Je les ai interrogés sur 2 grandes thématiques, en particulier leur façon de voir qu'est-ce que c'est un parent, puis leur expérience aussi d'être parent. Pour être un bon parent pour les participantes, en fait, c'est à la fois répondre aux besoins de ses enfants, leur fournir un environnement stable, un environnement sécuritaire, mais c'est aussi les aimer, c'est aussi s'intéresser à ce qu'ils font, c'est aussi leur permettre d'avoir des rêves. Je vous ai mis un extrait de verbatim où la participante, où la mère disait « C'est supposé être ça, un parent, de faire passer les besoins de son enfant avant ses propres besoins. » Les participantes, les mères me disaient que décrivaient leur enfant, en fait, comme leur trésor, comme la plus belle chose qui leur soit arrivée dans la vie, ou carrément un événement, finalement, qui leur avait sauvé la vie. 2 mères seulement, 2 mères, pas seulement, 2 mères ont parlé de parentalité en termes de développement. Ça, je trouvais que c'était intéressant comme perspective. Me disait donc, sans amour, un enfant peut devenir insécure, peut vivre de l'anxiété. Ou protéger ses enfants, ça contribue à leur donner une base solide comme adulte. Et le contraire, un mauvais parent donne pas ce dont l'enfant a besoin pour bien grandir. Ou encore un environnement sain permet un bon développement. Donc, je trouvais intéressant, en fait, que les mères parlent de ces 2 choses-là, en fait, de qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon parent, mais à la fois aussi une certaine réflexion sur ce que je fais maintenant comme parent a un impact à long terme dans la vie de mon enfant. Je leur ai demandé qu'est-ce que c'était pour elles, c'était quoi les caractéristiques, selon elles, d'une bonne mère ou d'un bon père. Et là, personne ne va tomber en bas de sa chaise. C'était des choses de genre, être patient, être responsable, être présent, etc., être constant aussi. C'était dans les caractéristiques d'un mauvais parent, où là, il y avait beaucoup de souffrance, je dirais, qui passait. Être un mauvais parent, c'était carrément être un parent maltraitant. Donc, c'était de la négligence. Elle me parlait en termes de, c'est être négligent, c'est être indifférent à ses enfants, c'est être violent physique et mentalement. C'est manquer de contrôle, c'est d'être intolérant envers ses enfants. Je vous le disais, je leur ai demandé de prendre une photo de qu'est-ce que c'est pour ces mères-là être un bon parent. C'est important aussi de savoir qu'en fait, les photos, c'était pas du matériel de recherche comme tel, dans le sens où j'ai vraiment utilisé ça comme un outil pour entendre ce qu'elles avaient à dire. Donc, pas tant un matériel, là, c'est ça, pas tant... Ce qui est important, bref, dans les photos, c'était pas tant la photo comme telle que ce qu'elle me disait sur la photo. Puis, heureusement, parce que, comme dans mon doctorat, finalement, en quelques années, la technologie photographique, en tout cas celle que j'utilisais, parce que j'utilise pas j'ai pas utilisé ce qu'il y avait de top, là, mais c'est pas nécessairement amélioré. Puis encore une fois, j'ai eu plusieurs photos très floues, puis aussi plusieurs photos de personnes. Hein. C'est sûr que je m'exposais à ça. C'est quoi être une bonne mère? Fait que j'ai eu une tralée de photos d'enfants, évidemment. Je pense que c'est très naturel, là. C'est ça. Il y avait beaucoup de photos d'enfants
Mais juste ça, ça parlait aussi de photographier son enfant dans des situations, pas juste dans des situations belles, mais dans le quotidien, là. Et bon, évidemment, je ne vous montrerai pas ces photos-là pour pas briser la confidentialité. Donc, des photos qui sont inutilisables dans des publications et tout ça, mais qui parlaient d'elles-mêmes et qui ont permis aussi aux mères de parler. Donc, photo qui ne met pas en jeu aucune pas de confidentialité là-dessus ici. C'est une photo, en fait, qui est donc présentée par une mère qui elle-même a intitulé « Un esprit sain dans un corps sain », parce que je leur demandais de donner un titre à leur photo. Et cette photo-là, en fait, me semblait parlante pour souligner une grande partie du discours des mères qui était qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon parent. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut donner de la bonne nourriture à ses enfants, il faut donner des bons soins. Puis là, on était vraiment dans le ultra concret. Il faut donner un bain, il faut mettre un toit sur sa tête. C'est important que l'enfant ait son coin à lui, un espace d'intimité. J'avais l'impression d'être, en lisant ça puis en les écoutant, d'être dans un cours de développement de l'enfant. Je dis pas du tout que ce n'était pas leur parole ou c'était pas qu'est-ce qu'elles pensaient, mais je pense qu'il y a un bout d'interprétation aussi, un bout là-dessus que je trouvais que ça transparaissait quand même que c'était des mères qui étaient suivies ou enfin qui avaient eu ce genre d'informations-là. J'avais l'impression d'entendre plus défiler un pamphlet de qu'est-ce que c'est être une bonne mère. C'est ça. Donc, cette partie-là de qu'est-ce qu'il faut faire pour être une bonne mère, c'était intéressant, mais j'étais contente d'avoir eu d'autres questions à leur poser ou d'être allée chercher l'information un peu autrement pour avoir un peu plus de trip, je dirais, ou avoir vraiment leur façon de définir ou de se définir, elle, comme elle se voyait être une bonne mère. Et à ce point de vue-là, ce qui était très intéressant aussi, c'était beaucoup leur expérience de parentalité où là, nécessairement, elles n'avaient pas le choix de revenir sur leurs expériences personnelles ou singulières. Je leur posais des questions sur 3 grands thèmes, en fait, que je vais passer brièvement. D'abord, leur préparation au rôle de parent, au rôle de mère, évidemment. Et là, les participantes ont eu des propos assez contradictoires, je dirais. En fait, toutes les 4 m'ont dit d'emblée qu'elles ne se sentaient pas prêtes à être mères. Pourtant, dans un autre souffle, elle me disait, ben moi, j'avais tout acheté jusqu'à 6 mois, donc tout était prêt là, je l'attendais. Puis 2 autres aussi m'ont dit, ben moi, de toute façon, je me suis élevée toute seule, fait que je me disais que j'étais bien capable d'élever quelqu'un d'autre ou d'élever quelqu'un d'autre à mon tour. En fait, leur principale crainte, ou une crainte qui ressortait beaucoup, c'était pas surprenant, c'était d'être comme leur mère. Donc, quand je vous disais qu'il y avait une certaine ambivalence, puis je l'ai mis là aussi, donc il y avait une crainte d'être comme leur mère, mais en même temps, la participante me disait, c'est ça qui me donnait confiance, parce que je me disais qu'au moins, je savais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pas, qu'est-ce qu'il fallait pas que je fasse plutôt, pardon. Donc, j'avais peur de reproduire, mais en même temps, je me disais, ben au moins, j'ai un contre-modèle. Finalement, je sais qu'est-ce qu'il faut pas que je fasse. Et non seulement un contre-modèle, mais une participante aussi disait, ben cette expérience-là a fait de moi quelqu'un plus fort aussi. On considérait que ça avait fait ça avait fait d'elle une personne encore plus forte. Et donc, qui venait un peu la rassurer aussi dans son rôle de mère. C'était des personnes, les 4 mères, c'était quand même des personnes qui n'étaient pas seules au monde. Donc ça aussi, ça a été beaucoup relevé, elles l'ont beaucoup relevé. Elles étaient entourées de leur famille élargie, parfois de
belle famille aussi, famille élargie, puis un peu d'aide aussi formelle. Je vous l'ai dit, je les ai interrogés sur 3 grands thèmes, et donc deuxième thème sur la place de la famille d'origine. Pour les participantes, c'est souvent une source de contre-modèle, donc comme j'ai dit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En même temps, il y a certains membres de la famille d'origine, famille élargie, qui ont été des modèles positifs. Donc, pour une personne, sa mère était directement un modèle positif, quelqu'un qui était à l'écoute. En fait, les problématiques étaient beaucoup plus avec son père pour cette personne-là. D'autres grand-mères maternelles qui avaient été beaucoup là. Même une a mentionné une gardienne qui devenait son modèle finalement de parents bien traitants. Place donc de la famille d'origine. Toutes me disaient que leur famille actuelle était très différente de ce qu'elles avaient vécu elles-mêmes, particulièrement en termes de stabilité, mais aussi de présence parentale. D'ailleurs, des mères disaient qu'elles avaient développé des comportements un peu surprotecteurs envers leurs enfants. Et ça, c'était intéressant parce qu'elles présentaient ça carrément comme une stratégie pour ne pas faire qu'est-ce qu'elles avaient, de ne pas reproduire qu'est-ce qu'elles avaient vécu. Le soutien à la fois des quelques membres de leur famille, mais aussi de leurs amis, puis des membres, des intervenants aussi, donc du soutien un peu plus formel. Oui, c'est de l'aide matérielle, et ces mères-là l'ont souligné. Mais le soutien qu'elle mentionnait, c'était beaucoup en termes d'encouragement, en termes de conseils aussi, de présence aussi, elle dit quand on a besoin de s'évader. Donc, comme je disais, c'était quand même des mères bien soutenues, des mères qui allaient bien, là, de façon générale. Je vais prendre juste quelques minutes pour essayer de faire un peu de lien entre ces facteurs de continuité, de discontinuité-là. Ce que je vous présente, en fait, c'est des primaires là, entre... on vient de terminer cette partie-là de la collecte de données. Donc, mes analyses sont encore assez préliminaires. Mais j'avais quand même envie d'explorer quelques pistes. Puis, dans le temps de questions à la fin, ben, vous pourrez aussi y aller de vos questions puis de vos commentaires. Il faut savoir que un des concepts qui a beaucoup été, qui a fait en sorte que la continuité intergénérationnelle a fait sa marque ou a été beaucoup étudiée dans les années, c'est toute l'idée de l'apprentissage social. Une autre chose que probablement je ne vous apprends pas, l'idée donc que les comportements maltraitants sont appris et donc sont reproduits avec les enfants. Processus résumé de façon très brève, l'idée étant, je normalise un peu qu'est-ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que c'est ça qui est normal, j'idéalise un peu mon passé, donc je le reproduis parce que c'est ce que j'ai connu. Des auteurs, dans les années 70, ont fait un peu du pouce sur cette idée-là, disons, et ont essayé de représenter ces situations-là de continuité par l'image du « ghost in the nursery » ou des fantômes dans la nurserie, bon, dans la crèche, dans la chambre d'enfant ou dans la pièce, mais on comprend l'idée. Donc, une espèce de métaphore qui vient illustrer qu'il y a toujours des fantômes, des expériences donc passées, non dites, pas des souvenirs pas super précis, mais qui sont toujours un peu présents dans la chambre d'enfant. Que le parent, dont le parent n'a pas nécessairement conscience, mais qui vont influencer ses comportements. Comme si, et là, les auteurs, pour expliquer ces comportements-là, disaient, c'est comme si pour ne pas ressentir la souffrance, le parent va infliger cette souffrance-là à son enfant. Un peu dark, un peu sombre,
des auteurs se sont dit peut-être qu'on pourrait utiliser ça pour partir un peu de cette métaphore-là pour essayer d'expliquer des situations de discontinuité. Et donc, en sont venus avec l'espèce de métaphore contraire d'Angels in the Nursery, qui vient mettre l'accent, en fait, sur la répétition, mais d'expériences bienveillantes passées. Donc, des expériences qui peuvent, par ailleurs, avoir des influences positives. Et cette façon de voir les choses-là a beaucoup... je suis capable de faire plusieurs liens avec ce que les participantes m'ont dit en termes à la fois de contre-modelage, de faire un peu le contraire de ce que j'ai vécu, mais aussi beaucoup la présence de modèles positifs et l'importance de ces modèles-là dans la vie des participantes, des mères. Contre-modelage, donc, j'en ai parlé, l'idée de la décision de faire autrement que ce que j'ai vécu. Apparenté à cette notion-là de contre-modelage, il y a beaucoup l'idée de prendre conscience de son vécu. Ça, c'est quelque chose que les mères m'ont moins parlé, mais auquel les intervenants sont revenus à plusieurs reprises. Qu'elle travaille beaucoup à ce que entre autres, à ce que les familles prennent conscience de ce qu'elles ont vécu pour avoir une espèce de... prendre conscience aussi du risque de répéter ces comportements-là, juste accepter les émotions aussi qui sont liées à ce vécu-là. Plus les parents, en fait, puis ça revient souvent dans la littérature, plus les parents ont des souvenirs précis, puis sont capables d'éprouver ou d'exprimer des émotions appropriées, bien, plus c'est un facteur associé finalement à la discontinuité. Discontinuité, présence de contre-modelage, présence de soutien social aussi, le soutien social de façon générale, mais au-delà d'un soutien social général, il y a vraiment, qui peut servir de filet de sécurité, il y a beaucoup, et les participantes l'ont nommé, et ça revient régulièrement dans la littérature, notamment par la métaphore de Angels in the Nursery, l'idée d'un modèle positif, là, une espèce d'ange à partir desquels des expériences de bienveillance ont été vécues. Que ce soit la grand-mère, peu importe qui, mais des personnes bienveillantes dans le passé de ces mères-là. Je vous propose une conclusion, mais enfin, selon vos commentaires, vos questions, on pourra continuer la discussion. Mais à la lumière finalement de ces premières analyses-là, des liens que j'ai tenté de faire avec la littérature aussi, j'ai l'impression que les mères rencontrées, je peux les inscrire dans une espèce de trajectoire de résilience pour essayer c'était une approche de résilience, donc pour voir dans quelle mesure elles sont résilientes. J'ai l'impression que, ayant vécu des parcours marqués par l'adversité, mais étant devenus des parents bien traitants, bien, on peut conclure qu'il y a eu une adaptation positive, que leur passage à la vie adulte, finalement, s'est bien déroulé. Évidemment, ces conclusions-là ne sont pas généralisables et pour essayer d'étayer un peu ces résultats-là, il y a d'ailleurs une étudiante à la maîtrise qui a accepté de poursuivre un peu une branche de ces travaux-là, qui va essayer, on va aller rejoindre d'autres mères aussi, pour un peu aller approfondir ces résultats-là, donc de mères qui ont vécu des expériences de maltraitance, mais aussi pour les comparer, ce dont elle va s'intéresser, cette étudiante-là, essayer de comparer aussi avec des populations de mères qui n'ont pas vécu de maltraitance pour essayer d'aller voir, est-ce que vraiment les visions sont très différentes ou au contraire, est-ce qu'on a des points de jonction intéressants? Et on pourra voir à partir de là d'autres pistes intéressantes pour la recherche qui souvent sert plus à soulever de nouvelles questions que de vraiment répondre à celles qu'on poursuivait. Merci.